Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire présenté par le Service de soutien à l'enseignement. Mon nom est Marthe Giguère, je suis conseillère pédagogique à ce même service. Alors aujourd'hui, le webinaire qui nous est proposé s'intitule « Conseils pour enseigner en mode synchrone avec un outil de visioconférence ». Il nous est présenté par un formateur expert en la matière, à savoir M. Éric Chamberlain, qui est conseiller en formation au service de soutien à l'enseignement. Avant de commencer, j'aimerais préciser quelques renseignements, si vous le permettez. Je voudrais préciser que la présentation va durer une trentaine de minutes et qu'à la suite de cette présentation, ma collègue, qui est Stéphanie Bégin, va ramener certaines questions que vous aurez posées dans le clavardage. Bonjour Stéphanie. Alors Stéphanie, elle va gérer tout au long de la rencontre d'aujourd'hui les questions que vous allez poser. Alors si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on poursuit la tradition qui consiste à vous transmettre après coup un document proposant les réponses aux questions qui ont été posées parce que 45 minutes, c'est vite passé. Merci Stéphanie, à tout à l'heure. Et je voudrais aussi préciser que la séance est enregistrée et que le lien vers la captation de la séance vous sera aussi transmis dans les jours qui viennent. Même chose pour le PowerPoint, donc la présentation comme telle, vous la recevrez, soyez-en assurés, puis il y aura même quelques renseignements complémentaires qui vous seront communiqués à cette occasion-là. Donc, vous sachez, je l'ai mentionné, que s'il y a une captation, c'est que la séance est enregistrée et de toute façon, les gens ne sont pas amenés à prendre la parole, donc votre respect à la vie privée va être assuré, ne soyez pas inquiets à ce propos. Je cède maintenant la parole à M. Éric Chamberlain qui va nous proposer donc sa présentation. Bonne séance à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marthe. Merci à toutes les personnes qui se sont présentées, qui se présentent très nombreuses au webinaire. Je vais démarrer mon partage d'écran. Voilà, ça devrait être actif. Et je vais commencer tout de suite. Voilà. Alors, j'ai 30 minutes de présentation à faire, comme Marthe vient de le dire. De ces 30 minutes-là, les 10 premières, je vais les consacrer à vous parler un peu des différents outils qui sont disponibles à l'Université Laval pour faire de l'enseignement en mode synchrone. Alors, il y a Adobe Connect, qui est notre système de classe virtuelle depuis plusieurs années déjà. Il y a Microsoft Teams qui a été ajouté là, avec l'abonnement à Office 365 qui s'appelle maintenant Microsoft 365 maintenant, donc qui fait partie de cette suite-là. Oui? Éric, tu partages ton mode présentation au lieu de... Hop. Ouais. Bon, vous avez eu des scoops. Je vous ai partagé le mauvais écran. Merci Mathieu. Donc, je vais partager plutôt l'autre écran. Merci beaucoup Mathieu. Ça devrait être bon cette fois-là? Oui, c'est bon. C'est bien. Super. Bon, vous voyez, même avec l'expérience, on fait encore des erreurs. Ça nous arrive. Alors, vous inquiétez pas si ça vous arrive à vous aussi. C'est des choses qui font partie de la vie normale. Donc oui, je vous parlais de Teams qui fait partie de l'abonnement Office 365. Zoom qui est maintenant disponible pour l'ensemble du personnel enseignant et des étudiants depuis tout récemment, en fait, à l'Université Laval. Et WebEx Meetings qui va être disponible seulement dans certaines facultés. Alors, si dans votre faculté, vous faites affaire avec un centre regroupé pour le soutien technopédagogique qui est soit le CIFSS pour les facultés médecine, sciences infirmières et pharmacie, je crois, j'espère que j'oublie personne, ou CSTIP pour droit, sciences sociales, théologie, études religieuses, philosophie et lettres et sciences humaines, je crois. Il y a la possibilité aussi d'utiliser WebEx Meeting, mais ce n'est pas ouvert à tout le monde de toutes les facultés. Un petit avertissement avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. En fait, c'est un très vaste sujet, l'enseignement en ligne. Et j'avais préparé beaucoup de matériel, mais dans la formule que l'on a, en environ 30 minutes, je ne peux pas vous partager toutes ces gemmes, tout ce matériel, tous ces conseils que j'aurais voulu faire. Alors, j'ai fait une sélection, mais sachez que peut-être qu'on aura l'occasion, à travers les questions que vous poserez, de revenir sur d'autres éléments là, qui ne font pas partie de la présentation. Entre autres, on m'avait demandé de présenter
sommairement l'interface principale de chacun des outils. Puis je l'ai vraiment préparé, mais ça prend un temps fou à faire. On aurait pu y passer 30 minutes. Alors, s'il y a des questions qui réfèrent à ça, je pourrais le faire plus tard. Mais on va se concentrer vraiment sur une vue d'ensemble d'assez haut niveau pour le séminaire, le webinaire d'aujourd'hui. Donc, je commence avec les outils dont vous voyez apparaître les icônes à l'écran maintenant. Alors, ils ont surtout des points communs. En fait, ce sont des outils qui se ressemblent beaucoup parce qu'ils font partie de la même classe. Alors, j'ai réuni dans ce tableau leurs 8 principaux points communs qui font que vous choisissiez l'un ou l'autre, vous allez avoir accès à ce genre de fonctionnalité-là. Premier des points communs, évidemment, c'est la base. Ils permettent tous de faire des rencontres audio et vidéo. Alors, on n'a pas à élaborer beaucoup là-dessus. Deuxième point en commun, ils ont tous un outil de clavardage intégré qui permet de communiquer de façon écrite pendant la séance. Et ça peut être très utile si vous avez affaire à des grands groupes et des fois, les interventions verbales, quand on est en petit groupe, c'est plus fluide, c'est plus naturel, puis plus le groupe s'agrandit, plus les échanges verbaux, ça va devenir une source d'interruption. Le temps d'activer son micro, accorder la parole à un, à l'autre, c'est plein de petits délais, alors qu'avec le clavardage, on peut avoir une expérience peut-être un peu plus fluide. Donc, ça peut être avantageux pour ça. C'est avantageux aussi dans les situations où les gens ne peuvent pas ou ne souhaitent pas activer leur micro pour intervenir ou ça ne vaut pas la peine. Donc, ils permettent tous de faire de la communication par écrit. Ils permettent tous aussi d'enregistrer les séances pour un revisionnement ultérieur. Ils permettent tous de faire du partage d'écran. Alors, c'est d'ailleurs le mode principal pour présenter du contenu, si on veut, le partage d'écran dans la plupart de ces outils-là, à l'exception d'Adobe Connect, qui permet aussi d'aller déposer à l'avance certains types de documents directement dans Adobe Connect pour faire la présentation à partir d'Adobe Connect plutôt qu'à partir d'un partage de ce qui se passe à son écran. Mais Adobe Connect permet aussi de partager l'écran. Donc, c'est comme s'il y avait une façon supplémentaire de présenter du contenu dans Adobe Connect. Ils ont tous des capacités pour transmettre des fichiers en cours de séance. Pour plusieurs, ça va se passer à travers le clavardage. On peut transmettre des fichiers dans le clavardage, mais pour d'autres, ça va être à travers un module qui est dédié à la transmission des fichiers. Ils ont tous aussi des fonctions d'interaction au-delà de la conversation verbale et par écrit. Par exemple, des fonctions pour lever la main pour demander la parole. Plusieurs d'entre eux vont avoir des fonctions pour accepter ou refuser, dire oui ou non à une proposition qui est soumise verbalement, puis les gens peuvent voter, puis vous allez obtenir une rétroaction rapide. La plupart ont des petits outils de sondage aussi. Vous pouvez poser une question avec soit des réponses courtes ou des réponses à choix multiples, des choses comme ça. Ils permettent tous l'utilisation de salles d'équipe virtuelles. Alors, ça va prendre un nom différent dans chacun des outils. Moi, j'utilise ce nom générique-là, tout simplement pour dire que vous pouvez scinder votre groupe en plusieurs équipes et chacune de ces équipes-là va avoir sa propre petite salle virtuelle pour conduire des activités, des discussions, des travaux. Et vous, comme personne enseignante, vous pouvez circuler entre les salles d'équipe pour pouvoir observer ce qui se passe, donner de la rétroaction, répondre aux questions, et ainsi de suite. Je dois vous dire par contre qu'au niveau de Teams et de Webex Meeting, cette fonction-là, elle est promise, mais elle n'est pas encore disponible. Pour Webex Meeting, on annonçait que ce serait ajouté cet été et pour Teams, que ça va venir cet automne. Je n'ai pas les dates exactes. Mais dans Teams, même si la fonction n'est pas encore disponible, sachez qu'on peut la simuler avec différentes astuces d'ici à ce qu'elle soit complètement disponible. Finalement, un autre point en commun, c'est qu'à l'Université Laval, ils utilisent tous l'authentification avec votre compte de l'Université Laval, donc Idule et NIP, à l'exception de Webex, qui a son propre mode de fonctionnement pour les comptes. J'ai maintenant quelques éléments de comparaison à vous présenter. C'est à très haut niveau. Il y a des éléments là-dedans qui sont factuels, puis il y en a d'autres qui sont un peu ma propre analyse des choses. Peut-être que d'autres conseillers pourraient faire une analyse un peu différente, mais je la présente là, de la façon la plus honnête et la plus transparente possible. Alors, si je commence avec Adobe Connect, ce qui le démarque des autres, du moins dans la façon dont nous, on l'a configuré et installé, c'est vraiment le mieux intégré à mon portail. Si vous utilisez Adobe Connect, vos séances peuvent être créées et accessibles directement à partir des sites de cours. Donc, les étudiants qui ont accès à votre site de cours automatiquement ont accès à vos séances. Vous n'avez pas à reconfigurer ça à part, à faire des invitations à part. Les enregistrements sont gérés dans les sites de cours aussi, autant la publication, l'édition que l'accès pour les étudiants. Donc, vraiment bien intégré à nos infrastructures. C'est aussi, j'oserais dire, et ça, c'est un aspect qui est peut-être plus mon analyse personnelle, là, mais le plus riche en fonctions synchrones. Adobe Connect
Il est extrêmement modulaire. Il y a plusieurs fonctions qui ne font pas partie des fonctions de base, qui sont comme des fonctions supplémentaires que vous pouvez utiliser pour des activités d'enseignement et d'apprentissage particulières. Et ça fait en sorte que vous avez beaucoup de contrôle sur la façon dont les choses se présentent et sur la richesse de l'interface que vous allez construire pour enseigner ou que vous allez utiliser parce qu'on vous propose des configurations par défaut. Et vous avez cette même souplesse-là pour configurer les salles d'équipe virtuelles aussi. Par contre, qui dit richesse dit complexité. Alors, ça se fait au prix d'un certain apprentissage. Si vous voulez vraiment connaître l'ensemble d'Adobe Connect sur le bout de vos doigts, il y a plus de choses à apprendre, mais pour les fonctions de base, ce n'est pas vraiment plus difficile que d'autres plateformes. Il suffit de voir un peu sa logique de fonctionnement. C'est aussi le plus économique en bande passante. Il y a des choix qui ont été faits par rapport à ça. Alors, si vous vivez dans une localité où vous n'avez pas nécessairement accès aux connexions Internet les plus rapides, ou peut-être que c'est le cas de plusieurs de vos étudiants, mais peut-être qu'Adobe Connect pourrait vous permettre d'enseigner en ligne dans un contexte de bande passante peut-être moins abondante, là, dépendamment de ce qui est accessible comme forfait auprès des fournisseurs. Un mot sur Teams maintenant. Teams, c'est vraiment quelque chose de particulier parce que oui, on en parle aujourd'hui comme un système d'enseignement synchrone, mais c'est d'abord un espace de collaboration multifonction qui est là en permanence. Les trois autres systèmes sont basés sur un paradigme où l'enseignant va créer ou faire créer par son équipe technique des séances qui sont programmées à des dates et heures fixes pour des durées fixes et les étudiants vont pouvoir se connecter seulement à ces moments-là et interagir seulement pendant cette période-là. Alors que Teams, un espace Teams, c'est ouvert en tout temps, c'est disponible en tout temps et on peut collaborer par écrit dans des espaces qu'on appelle des canaux. Et les canaux, ça ressemble un peu à des forums à l'intérieur desquels il va y avoir des discussions. Mais à la différence des forums, tous les messages s'affichent en temps réel au fur et à mesure qu'ils sont publiés. Alors, ça permet de la communication synchrone par écrit en tout temps. Ça permet aussi la collaboration sur des fichiers. Comme c'est très bien intégré à la suite Office 365, vous pouvez utiliser Teams ou vos étudiants peuvent utiliser Teams comme un espace pour les documents sur lesquels ils travaillent pour leurs travaux d'équipe et avoir un seul document sur lequel ils vont être plusieurs à travailler en même temps. Plutôt que s'envoyer des versions par courriel puis essayer de réconcilier les différences si les gens travaillent en parallèle, bien là, tout le monde peut travailler en même temps sur le même document. Ça offre aussi beaucoup plus d'autonomie aux étudiants. Ils peuvent choisir de se rencontrer en mode audio-vidéo au moment qu'ils souhaitent, avec les gens qu'ils souhaitent. Donc, ils ne sont pas dépendants là, de séances programmées par les enseignants, même si, bien sûr, les enseignants peuvent programmer des séances aussi. Donc, Teams, vraiment utile là, si vous voulez offrir à vos étudiants un espace pour travailler sur des travaux d'équipe qui se déroulent sur la durée, là, sur plusieurs semaines ou qui se déroulent entre les rencontres. Zoom, maintenant, je dirais que sa caractéristique principale, c'est que c'est le plus facile à utiliser. Ce n'est pas nécessairement celui qui a le plus de fonctions ou les fonctions qu'il offre qui sont comparables aux autres ne sont peut-être pas celles qui ont le plus d'options, mais il est vraiment facile à utiliser et c'est un grand avantage dans un contexte d'enseignement en ligne. Quant à WebEx, je dirais que sa facilité d'utilisation, elle est quand même comparable à celle de Zoom. C'est pas celui qui a le plus de boutons et de menus, mais il fonctionne vraiment très bien. Et un autre avantage qui lui est, je ne dirais pas unique, mais en tout cas qui est une caractéristique très forte, c'est qu'il est conçu pour s'intégrer au système de visioconférence standard. Ce que j'entends par là, c'est des systèmes de visioconférence qui sont installés dans des salles pour faire du téléenseignement. Par exemple, vous enseignez dans une salle et vous savez qu'il y a plusieurs autres salles où votre enseignement va être retransmis et où il y a plusieurs autres étudiantes et étudiants qui sont dans ces salles-là et il y a de la communication bidirectionnelle. Alors, avec WebEx, c'est possible de se brancher à ces systèmes-là, soit pour que vous enseignez à partir de votre ordinateur plutôt que de vous rendre dans une salle de visioconférence. Ou même chose pour les étudiants, ils n'ont pas à se rendre dans une salle de visioconférence pour participer à la séance synchrone. Et je complète cette partie sur les outils avec une petite pensée pour vous dire que l'activité est plus importante que la technologie. Pour le besoin général d'enseignement magistral interactif, là, des séances, je dirais, assez classiques, n'importe quel de ces outils-là va faire un bon travail. Vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier cri, la technologie la plus performante. Ils vont tous bien faire le travail. Bien entendu, si vous avez une situation particulière, et là, j'arrive à l'analogie du vélo que vous voyez là,
Si vous faites du triathlon, vous voudrez peut-être avoir un vélo qui est adapté pour la vitesse. Si vous faites de la descente en montagne, vous allez avoir un autre type de vélo qui va être optimal avec des suspensions, tout ça. Alors, si vous avez un cas particulier, oui, la technologie prend une importance et là, il faut peut-être faire le choix de l'outil qui va le mieux vous permettre de réaliser les activités que vous avez en tête. Mais pour le besoin général, l'important, c'est vraiment de le faire et de choisir un outil dans lequel vous allez être à l'aise. Ce qui nous amène à la portion sur les conseils. Premier conseil, l'importance de bien s'installer. D'abord, pensez à votre confort et à votre ergonomie. Vous allez passer possiblement beaucoup de temps installé à votre bureau dans ces séances-là d'enseignement. Alors, assurez-vous d'avoir une installation qui est confortable et qui ne pourra pas vous occasionner des difficultés qui perdurent dans le temps à long terme, des troubles musculo-squelettiques, des choses comme ça. Sur le site intranet des ressources humaines de l'Université Laval, d'ailleurs, je pense que vous avez accès à des liens qui vous mènent vers des conseils en ergonomie de bureau pour vous aider à bien vous installer, pour avoir un confort qui demeure même si vous êtes longtemps assis à votre ordinateur. Autre chose, soignez la qualité du son. On recommande souvent d'utiliser un micro-casque pour avoir un son de meilleure qualité. Pourquoi? Parce que le fait que le son vous arrive dans des écouteurs plutôt que des haut-parleurs, ça aide à prévenir, à empêcher les retours de son qui peuvent causer différents désagréments, entre autres d'entendre une espèce d'écho ou de réentendre le même son avec un délai ou même des grosses distorsions de son. Alors, beaucoup de systèmes de haut-parleurs et de micros vont l'annuler automatiquement, mais des fois même, ça ajoute d'autres bruits, d'autres distorsions, alors qu'avec des écouteurs, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de retour de son. L'autre chose aussi, c'est que ces micros-là, comme ils sont positionnés près de la bouche, ils vont capter moins de bruit ambiant parce qu'ils sont plus proches de votre bouche, donc ils ont besoin de moins capter un son qui est fort et ils captent le son de façon directionnelle aussi, donc moins de bruit ambiant, meilleure qualité de son. C'est possible que vous ayez un micro intégré sur votre ordinateur qui fasse quand même du bon travail, qui ne capte pas beaucoup de bruit ambiant, mais c'est très inégal d'un ordinateur à l'autre. Alors, faites le test là, pour vous en assurer avec des personnes de confiance qui vont pouvoir vous dire qu'est-ce qu'il y en a, qui vont pouvoir vous donner leur juste. Vous pouvez aussi parfois utiliser les écouteurs avec micro qui viennent avec certains téléphones cellulaires. Encore là, la qualité varie. Vous pouvez faire un test, puis ça fonctionne bien. Vous n'avez pas besoin de vous équiper davantage. Mais un bon micro-casque qui donne de la qualité, on n'a pas besoin de payer très cher. Il y a des bons modèles à 35 $. Puis évidemment, on peut payer plus cher, mais il y a des très bons modèles abordables. Au niveau de la qualité de l'image, je vous dirais toutes les caméras intégrées à des moniteurs ou à des ordinateurs qui sont relativement récents, dans les 5 dernières années, ça va faire le travail. On n'a pas besoin d'une qualité d'image incroyable, à moins que vous ayez besoin de faire des démonstrations à l'écran de choses que vous devez mimer, que vous devez faire vous-même et il y a des détails fins qui sont importants, mais sinon, vous n'avez pas nécessairement besoin de vous équiper beaucoup. Cela étant dit, si vous achetez une caméra externe, mais ça vous donne plus de liberté sur la façon de la placer, de la positionner. Le premier critère pour le positionnement de la caméra, ça devrait être confort et ergonomie. Mais si vous avez de la liberté pour placer la caméra comme vous voulez, une position qui est quand même intéressante, c'est d'avoir la caméra devant vous, à peu près à la hauteur des yeux, juste au-dessus du moniteur que vous regardez le plus souvent. Et ce moniteur-là devrait aussi avoir le dessus du moniteur à peu près à la hauteur des yeux. Et ça va donner un peu l'impression aux personnes qui reçoivent votre enseignement, qui participent à votre séance, que vous les regardez quand vous regardez votre écran. Alors, c'est intéressant au niveau de la dynamique que ça peut créer. Deuxième conseil, préparez-vous. Et à cet effet-là, on a un pictogramme de liste à cocher, de liste de vérification. Premier élément de se préparer, pour beaucoup d'entre vous, vous allez être peut-être dans vos premières expériences d'enseignement en ligne synchrone cet automne. Alors, donnez-vous des occasions de pratiquer. Et ça, on peut le faire de toutes sortes de façons. Vous pouvez vous réunir avec quelques collègues, puis à tour de rôle, pratiquer juste un petit bout de vos séances, juste pour vous assurer que vous développez certains réflexes par rapport à l'utilisation des outils, à démarrer votre partage d'écran, à partager le bon écran, pas faire la même erreur que j'ai fait au début, des choses comme ça. Puis en fait, ce n'est pas grave si on fait des erreurs, mais en pratiquant un peu, ça va vous donner confiance aussi. Donc, vous pouvez le faire en vous réunissant avec quelques collègues et à tour de rôle, vous pratiquez vos choses. Vous pouvez pratiquer seul aussi. Même si vous n'avez pas d'interlocuteur, il y a quand même moyen de vous pratiquer à utiliser certaines fonctions. Ou si vous avez 2 ordinateurs ou encore un seul ordinateur, mais vous créez la séance dans l'application native et souvent, c'est possible de se joindre aussi par une version qui est hébergée dans un navigateur. Donc, vous pourriez avoir comme une fausse deuxième personne là, qui serait vous-même, qui serait un utilisateur de test dans une fenêtre de navigateur et vous qui présentez dans l'application native. Puis ça vous permet de pratiquer un peu aussi.
Quelques éléments de préparation au niveau technique et logistique. Avant de commencer votre séance, préparez tous les documents que vous allez utiliser pour présenter, les hyperliens que vous allez vouloir envoyer, les sondages que vous allez vouloir utiliser pendant la séance. Préparez tout ça à l'avance pour que vous n'ayez pas à les créer sur le champ, pour que vraiment ce soit rapide, ce soit fluide. Faites-vous des aides-mémoires aussi, et ça n'a pas besoin d'être très technologique, un aide-mémoire, ça peut être quelques notes que vous prenez à la main sur une feuille ou ça peut être électronique aussi, là, à vous de voir. Ça nous donne confiance dans les premières séances, puis à un moment donné, on vient qu'à en avoir moins besoin. Sur le plan pédagogique, il y a une certaine préparation à faire aussi au niveau de ce que vous allez offrir pour les étudiants. Pour les activités, ayez des consignes prêtes pour eux. Soit vous les affichez à l'écran pendant la durée d'une activité ou c'est des choses que vous pouvez leur transmettre pour qu'eux puissent les regarder puis les afficher à leur écran pendant qu'ils font une activité qui n'est pas simplement de vous écouter là, en train de présenter. Toutes les ressources qui vont être nécessaires pour les activités aussi, ayez ça prêt. S'il y a des documents à consulter, par exemple, des choses comme ça, les manipulations qu'ils peuvent avoir à faire dans des outils, aussi avoir des rappels pour eux. Notre conseil numéro 2, c'était de bien vous préparer. Conseil numéro 3, c'est de préparer vos étudiants. D'abord, en leur expliquant lors de la première séance, quand vous les rencontrez pour la première fois en ligne un peu, c'est quoi vos attentes par rapport à ces séances-là? C'est quoi les choix que vous avez faits? Vous allez avoir fait des choix technologiques, vous allez avoir fait des choix au niveau des formules d'enseignement des activités, au niveau de comment vous voulez que la dynamique s'établisse. Alors, rendez ça explicite pour eux pour qu'ils sachent un peu comment se comporter dans vos séances en fonction des choix que vous avez faits. On a aussi souvent la perception que les étudiants, naturellement, ils sont plus technologiques, qu'on n'a pas besoin de leur expliquer les outils parce que ça leur vient naturellement. Et c'est peut-être vrai pour beaucoup d'entre eux, mais il reste que ça peut être des outils qui sont quand même nouveaux pour les étudiantes et les étudiants, ou peut-être qu'ils ont déjà utilisé certains de ces outils-là, mais pas nécessairement toutes les fonctions que vous allez utiliser. Alors, sans dire qu'il faut leur faire une séance de familiarisation ou d'appropriation du logiciel systématiquement, essayez de tâter le pouls, savoir est-ce que vous pensez que la plupart en ont besoin, ou que certains en ont besoin, ou que tout le monde en a besoin, puis de répondre à ce besoin-là d'emblée, de ne pas attendre de vous trouver face à des étudiants qui n'arrivent pas à réaliser les activités que vous attendez d'eux ou à créer la dynamique que vous attendez parce qu'ils ne maîtrisent pas l'outil. On est mieux de prévoir ça dès le début pour vraiment pouvoir arriver au résultat que l'on souhaite. Et un petit truc pour ça, ça peut être de faire une activité brise-glace. Et là, c'est sûr que ça dépend de la taille des groupes. Si vous avez des très grands groupes, ce n'est pas toujours viable, mais on peut imaginer toutes sortes d'activités brise-glace où on amène les étudiants à tour de rôle, activer leur caméra et leur micro pour se présenter, peut-être répondre à quelques questions que vous aurez préparées à l'avance. Et ça aide à faire connaissance, ça aide à recréer ce lien-là de façon médiatisé, qui se ferait un peu plus naturellement peut-être en salle de classe, mais de réussir à le faire. Et ça permet aussi de vous assurer que tout le monde est en mesure d'utiliser les outils technologiques. Si vous prévoyez, disons, 30 minutes au début de la première séance, ou même une séance plus courte qui est dédiée seulement à ça, c'est un peu du temps gagné pour la suite des choses parce que vous allez détecter tout de suite ceux qui ont des difficultés techniques. Peut-être que vous allez arriver à les régler sur le champ ou peut-être que vous allez devoir référer ces personnes-là au soutien technique, mais vous vous assurez que quand va venir le temps des véritables activités d'apprentissage et d'enseignement, ils vont être prêts et la technique va avoir été comme réglée d'avance. Quatrième conseil, établissez vos règles. Par exemple, par rapport à l'usage de la caméra et du micro. Dépendamment de vos situations d'enseignement, de vos préférences personnelles, vous allez peut-être vouloir voir vos étudiants avoir beaucoup de caméras activées. Vous avez peut-être même besoin que toutes les caméras soient activées, dépendamment de ce que vous enseignez. Des fois, ce contact-là visuel, il est important dans certaines disciplines, dans certains types d'activités. D'autres fois, il ne l'est pas et vous pouvez trouver que ça peut être même très distrayant et pour vous et pour les autres étudiants. Alors, tout le monde va faire des choix en fonction de son propre contexte là-dessus, mais établissez-le d'avance avec vos étudiants parce qu'eux peuvent avoir des attentes ou des expériences passées qui vont être différentes de ce que vous voulez créer dans votre salle de classe. Donc, expliquez comment vous voyez l'utilisation de la caméra et du micro et communiquez-le, puis généralement, ça se passe bien, là, les gens comprennent.
Même chose pour l'usage du clavardage et des états de participation. Les étudiants peuvent avoir pris des habitudes ou avoir spontanément une façon d'utiliser le clavardage et les états de participation. Mais si vous cadrez, vous, quelles sont vos attentes puis quelles sont vos règles, bien, généralement, ça se passe bien puis ils se conforment. Sinon, vous pourriez être surpris un peu de comment ils utilisent ces fonctions-là sans que vous n'ayez vous-même rien dit. Et si on pense là, à ces deux éléments précédents-là, l'usage du micro et l'usage du clavardage, il faut que vous voyez, êtes-vous à l'aise à ce que les étudiants interviennent dans la conversation, dans le clavardage ou même verbalement à tout moment pendant votre présentation, donc en continu, ou si vous voulez planifier des moments pour ouvrir la discussion, pour appeler les commentaires et les questions et tout ça. Et ça aussi, c'est très personnel, puis c'est très relatif au genre d'activité que vous allez conduire. Souvent, quand on commence à enseigner dans des environnements synchrones, on se sent un peu surchargé cognitivement d'avoir à faire non seulement notre prestation d'enseignement, mais gérer tous les boutons, les menus, l'environnement, les messages qui arrivent, tout ça. Alors, ça peut être un choix tout à fait correct pour nos premières expériences de dire, bien, je ne veux pas surveiller la discussion en continu. Moi, je vais m'arrêter à certains moments. Puis, si vous le faites comme ça, dites-le aux étudiants pour qu'eux sachent qu'en fait, qu'ils ne s'attendent pas à ce que vous répondiez au fur et à mesure, qu'ils sachent que vous allez vous arrêter à ces moments-là pour voir quels étaient les commentaires puis réagir là, finalement à ce qui a été écrit. Cinquième conseil, prévoyez de l'interaction et des pauses. Et ça peut être, si vous enseignez à l'aide d'un diaporama PowerPoint, vous pouvez même prévoir des diapos pour vous rappeler d'avoir ces moments d'interaction-là et ces pauses-là. Vous savez, l'interaction, c'est un des gros avantages du synchrone. Quand on a un environnement comme ça, ben, on a la chance d'avoir en temps réel la possibilité de voir si nos étudiants comprennent, s'ils nous suivent, qu'ils puissent nous poser des questions s'ils ne suivent pas, de proposer des activités dont la nature même est interactive, qui n'est pas nécessairement seulement vous qui transmettez de l'information, qui donnez des explications sur la matière. Alors, misez sur ces avantages-là autant que possible, puis ça va être gagnant sur le plan de la dynamique, puis ça peut être gagnant sur le plan des apprentissages aussi. La transmission de contenu, de toute façon, vous pouvez en faire une bonne partie avec le site de cours en enregistrant des capsules narrées, en proposant des lectures ou d'autres activités qui se font bien en mode asynchrone, de telle sorte que quand vous arrivez au moment d'une activité synchrone, bien là, vous pouvez en profiter pour vraiment que ce soit bidirectionnel et même multidirectionnel si vous avez des activités où les étudiants interagissent entre eux. C'est important aussi de prévoir de l'interaction pour renouveler l'attention des étudiants. Et là, je me permets d'ouvrir une parenthèse où je vais vous parler de l'attention avec l'analogie d'une pile ou d'un réservoir, comme si on avait un réservoir d'attention. Alors, quand on demande à des personnes de se concentrer longtemps et intensément sur une activité cognitive qui est exigeante pour eux, donc peut-être recevoir des explications sur la matière qui est difficile ou qui est nouvelle, de rester concentré, l'attention s'épuise. C'est comme si on consomme l'énergie de la pile et à un moment donné, il n'y a plus beaucoup d'énergie et c'est plus difficile pour eux de maintenir leur attention. Alors, il faut trouver des stratégies, il faut trouver des moments pour leur permettre de recharger leur pile pour que vous puissiez à nouveau avoir leur pleine attention pour les prochaines explications qui sont importantes. Et plusieurs études ont été faites là, sur l'attention des étudiants dans des situations d'enseignement, puis sans aller dans la précision de c'est exactement tant de minutes dans telle circonstance, il y a plein d'éléments de contexte qui influencent ça. Mais sachez que la capacité d'attention diminue au fil du temps. Et vous avez une fenêtre d'à peu près 5 à 20 minutes où vous avez chez les étudiants de bonne capacité d'attention. Puis ensuite, on passe en dessous d'un seuil où ils en ont moins. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. Ce n'est pas une loi absolue. Ce seront des balises. Mais si vous êtes capable de planifier vos séances pour que au bout d'un 5 à 20 minutes, vous introduisez un changement. Vous demandez à l'étudiant une certaine forme d'interaction, une certaine forme d'action plus participative qui va le sortir de l'activité d'être à l'écoute et d'essayer d'intégrer ce que vous dites, mais qui lui-même va être amené peut-être à se poser la question, qu'est-ce que je comprends de ce qui vient de se dire? Est-ce que j'ai des questions? Ou simplement marquer une pause, vous pouvez remonter la capacité d'attention. Ça ne revient pas au niveau initial parce qu'il y a une certaine fatigue qui s'installe, mais quand même, ça s'améliore. Et bon, ce fameux 20 minutes, là, comme je le dis, c'est une balise, ce n'est pas une règle absolue. Si vous avez besoin de 30 minutes pour expliquer quelque chose, bien, prenez 30 minutes, mais en ayant conscience que vous avez peut-être cet effet-là là, sur l'attention qui peut entrer en ligne de compte. Mais
que ce soit 20 minutes ou moins ou un peu plus, ce que vous pouvez faire après, c'est vous pouvez leur poser une question pour leur demander de répondre avec un des boutons d'état, soit par oui ou par non. Juste leur demander, ça va bien, vous êtes toujours présent, avez-vous l'impression que vous comprenez bien ce que je viens de vous dire? Et là, ça vous permet de prendre le pouls de votre classe. Ça peut être avec une question de sondage que vous auriez préparée à l'avance, ça peut être une petite question quiz de mise en application, vous leur donnez une petite mise en situation avec des choix de réponses pour voir s'ils sont capables d'appliquer ce que vous venez de leur expliquer, par exemple. Vous pourriez leur proposer un exercice en équipe. Ça, c'est quand même des fonctions un peu plus avancées. Les exercices en équipe, ça prend plus de temps. Alors, il faut que ça fonctionne bien dans le design de votre séance, puis il faut que vous soyez à l'aise avec ces outils-là. Mais c'est une autre option qui est possible. Et ça peut être aussi tout simplement d'ouvrir la discussion en plénière. Avez-vous des questions, des commentaires? Est-ce qu'il y a des choses que je viens de vous dire qui vous surprennent? Tout ça. Et ça les sollicite et ça les ramène avec vous. Puis ensuite, vous avez renouvelé le réservoir d'attention pour un autre 20 minutes. Cela étant dit, il y a une certaine fatigue qui s'installe, comme je le disais tout à l'heure, au bout de 50 à 60 minutes, particulièrement en classe virtuelle, où c'est encore plus dur de maintenir l'attention, donnez une vraie pause. Les étudiants vont avoir besoin de se dégourdir les jambes, peut-être aller chercher quelque chose à boire à la salle de bain. Je sais que dans les séances de 3 heures classiques en classe, il y a des gens qui préfèrent donner un 20 minutes de pause au milieu du 3 heures plutôt que de donner 2 fois 10 minutes. Mais en salle virtuelle, là, ça vaut vraiment la peine là, de faire des pauses peut-être un peu plus courtes, mais un peu plus fréquentes. Conseil numéro 6, surveillez vos rétroviseurs. Évidemment, il s'agit d'une analogie. Il n'y a pas de rétroviseur à proprement parler dans les classes virtuelles. Mais ce que je veux dire quand je parle de rétroviseur, c'est la conversation. C'est un de vos rétroviseurs. C'est une façon de voir, y a-t-il des choses qui se passent qui ne sont pas dans mon champ de vision immédiat, qui est mon support visuel pour ce que je suis en train de communiquer. Même chose pour les états de participation. Surveillez là, une fois de temps en temps si les étudiants vous communiquent des choses là-dedans pour voir si vous avez à réagir à ça, si vous avez à vous ajuster, si vous avez à répondre à une question. Puis des fois, ils vont vous dire des choses qui sont quand même assez importantes, comme vous avez oublié de réactiver votre micro. Alors, si vous ne surveillez pas une fois de temps en temps, ça se peut que vous passiez un bon bout de temps avec le micro désactivé. Puis évidemment, ces erreurs-là, ça peut arriver, puis ce n'est pas si grave. Là. On va y revenir à ça. On a un conseil autour de ça. Comme les étudiants ne sont pas devant vous, vous n'avez pas autant d'indices non-verbaux qui vous arrivent de est-ce qu'ils ont l'air fatigués et ils ont besoin d'une pause? Est-ce qu'ils ont l'air de ne pas trop comprendre ce que je viens de dire? Alors, il faut que vous preniez le pouls un peu plus proactivement et vos rétroviseurs vont vous aider justement à prendre le pouls, un peu comme d'autres outils aussi, là, comme les sondages dont j'ai parlé tout à l'heure. Conseil numéro 7. Pensez à ce que vos supports aux explications soient le plus visuel possible. Et ici, je vous fais le condensé le plus extrême possible de la théorie cognitive de l'apprentissage multimédia du chercheur américain Richard Mayer, qui est une théorie qui est basée sur des années de recherche fondamentale et appliquée avec beaucoup de recherche expérimentale, des méta-analyses, tout ça. Donc, c'est du solide. Et en gros, ce que je veux que vous reteniez pour aujourd'hui, c'est que quand vous préparez vos diaporamas pour enseigner, utilisez le plus possible du visuel, donc des images qui viennent soutenir vos explications, parce que les étudiants donnent du sens à vos explications et construisent leur compréhension en intégrant de façon sémantique, en intégrant le sens de ce qu'ils voient et de ce qu'ils entendent en même temps. C'est très facile pour eux, en mémoire de travail, de construire du sens à partir d'informations qui arrivent dans ces deux canaux-là, dans la mesure où ce qui arrive de façon visuelle, ce sont des images qui accompagnent bien les explications. Alors, ça peut être des schémas, ça peut être des photographies, si c'est un phénomène qui est observable dans le monde réel. Ça peut être des illustrations, ça peut être toutes sortes de choses, mais c'est l'idée vraiment de soutenir vos explications verbales avec quelque chose qui est visuel. Et ce qu'il faut savoir aussi, qui est une des grandes leçons de cette théorie-là, éviter d'avoir beaucoup de texte à l'écran. Parce que le texte, qu'il arrive par la vue ou qu'il arrive par l'ouïe, par l'audition, il va être traité par le même sous-composant de la mémoire de travail et ça va surcharger la mémoire de travail. Si vous avez beaucoup de texte à l'écran et que vous parlez en même temps, ce n'est pas possible de lire et d'écouter en même temps. On peut avoir l'illusion que c'est possible, mais en fait, ce que l'on fait, c'est que l'on bascule d'une tâche à l'autre continuellement et inévitablement, s'il y a vraiment beaucoup de texte à l'écran et beaucoup de texte de narration, beaucoup de texte qui est communiqué de façon verbale, il va y avoir une perte, il y a des choses que les étudiants n'entendront pas. En réduisant le texte à l'écran, vous n'aurez pas cet effet-là et les étudiants vont être vraiment concentrés à comprendre ce que vous dites plutôt qu'à essayer de le décoder puis à essayer de ne rien manquer de ce qui est écrit puis de ce qui est dit.
8e conseil, monter l'escalier une marche à la fois. Alors, ce que je veux dire par là, c'est commencer avec les fonctions de base dans les outils. Ça peut être impressionnant, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir autant de choses à gérer en même temps que de faire son enseignement. Alors, en se limitant à des activités relativement simples qui utilisent seulement les fonctions de base des outils, vous allez plus rapidement vous sentir à l'aise. Et quand vous allez trouver que c'est assez facile, là, c'est le temps d'ajouter des nouvelles fonctions. Si vous essayez d'utiliser une vaste étendue de fonctions du début, ça va être plus long avant que vous les maîtrisiez que si vous commencez petit et que vous ajoutez progressivement des fonctions au fur et à mesure que vous devenez plus à l'aise. Et il en va de même de vos étudiants. C'est moins difficile pour eux parce qu'ils n'ont pas autant de choses à gérer que vous, comme personne enseignante dans l'enseignement synchrone, mais eux aussi, une appropriation progressive va être gagnante de leur côté. 9e conseil, restez calme. Ça peut être facile à dire, c'est des situations qui peuvent être stressantes. Beaucoup d'entre vous n'avez pas choisi d'enseigner en ligne cet automne. C'est la situation qui vous y force. Mais autant vous, comme personne enseignante, que les étudiants, vous êtes tous en adaptation et il est de mise d'avoir de l'empathie pour vous-même, de l'empathie pour vos étudiants. Et si vous établissez ce climat-là, les étudiants vont en avoir pour vous aussi. Si vous vous butez à une fonction, vous ne savez plus comment l'utiliser ou ça ne fonctionne pas comme vous vous souveniez, prenez le temps dont vous avez besoin puis dites-le aux étudiants. Oups, c'est la première session que j'enseigne comme ça. Je pensais que j'étais bon pour le faire du premier coup, puis finalement, j'ai besoin d'un petit 2 minutes. Fait que donnez-vous cette permission-là. Les étudiants vont comprendre. Ça va diminuer votre niveau de stress, puis ça va vous permettre de prendre le temps de faire les choses ou même proposer de faire une pause. On prend 5 minutes, allez vous chercher un verre d'eau si vous avez besoin, tout ça. Moi, je vais regarder mes choses, je vais retourner là à la documentation. Puis quand on revient, on reprendra quand j'aurai trouvé comment faire. Ou même si vous faites une erreur, tout simplement d'en rire, c'est pas très grave. En fait, une erreur bien gérée, ça paraît mieux qu'un sans faute qui est crispé. Si vous êtes tendu, si vous êtes sur les dents parce que vous avez tellement peur de faire une erreur puis de vous tromper puis tout ça, des fois, c'est un peu inévitable, c'est difficile à contrôler, mais si vous avez cette indulgence-là envers vous-même puis que vous l'avez envers vos étudiants, vous créez un climat qui est beaucoup plus détendu, qui est beaucoup plus favorable. Puis les étudiants vont, en fait, ça crée une dynamique avec les étudiants. C'est du donnant-donnant. Soyez indulgents avec vous, avec eux, et ils le seront avec vous aussi. Et ce sera plus facile pour tout le monde de rester calme et de se dire, on est tous dans le même bateau, on est tous en adaptation, puis on se donne tous une chance d'y arriver ensemble en s'entraidant. 9e conseil, qui est un peu un méta-conseil, justement, n'hésitez pas à demander conseil. Ça peut être au personnel de soutien technique pour des questions plus pointues. Ça peut être aux conseillères et conseillers de proximité pour savoir, ben là, c'est quoi l'outil que moi je devrais utiliser avec ce que je veux faire comme enseignement. Il y a tellement de facteurs à considérer que c'est difficile de donner une réponse générale. En fait, ce n'est pas vraiment possible, mais avec des conseillers qui vous connaissent ou qui vont pouvoir vous poser des bonnes questions, ils vont pouvoir arriver à vous aider. Et des collègues qui sont peut-être expérimentés aussi, qui vont vous parler de leur vécu. Puis souvent, c'est des gens qui sont dans la même discipline que vous, donc ils vont avoir peut-être des idées très bien contextualisées à ce que vous voulez faire aussi. Voilà pour les 10 conseils. Alors, je vous laisse avec le mot de la fin, un proverbe bien connu. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, faites-vous confiance et si vous suivez les conseils qui vous parlent, là, qui correspondent à votre situation, vous dites oui, ça j'ai envie de l'essayer, vous allez voir que vous allez être surpris du chemin parcouru entre le début de la session et la fin de la session, comment vous allez vous être amélioré, comment vous allez avoir gagné en aise. Donc, il n'y a pas de secret autre que la pratique, de se faire confiance puis d'y aller le plus calmement possible. Alors, je vais passer la parole à Stéphanie. Je vais cesser mon partage d'écran pour qu'on passe à la période de questions. Et à Marthe d'abord, pardon. Oui, d'accord. Merci. Bravo, Éric, pour cette présentation à la fois claire et éclairante. Alors, on a le temps d'une ou deux questions. Stéphanie, on écoute la question que tu voudrais faire remonter à Éric, s'il te plaît. D'accord. Donc, on a eu plusieurs questions en lien avec le chat. Donc, avec de grandes classes de 95 étudiants, comment on fait pour gérer les questions via le chat? Est-ce qu'on conseille d'avoir un assistant qui assiste au cours pour nous aider justement à gérer le chat? Bien, ça, c'est vraiment l'idéal. Ce n'est pas toujours possible. On n'a pas toujours. La décision ne revient pas toujours entre les mains de la personne enseignante, mais si vous avez accès au service d'un auxiliaire ou d'une auxiliaire pour vous aider, oui, ça fait une très grande différence. Vous voyez, on avait vraiment beaucoup d'inscriptions cet après-midi, puis moi, je ne pouvais pas, dans ce contexte-ci,
suivre la conversation au fur et à mesure en même temps que j'enseignais. Mais là, moi, j'avais la possibilité d'avoir quelqu'un, en l'occurrence Stéphanie, qui prenait soin de la conversation. Ça, c'est vraiment l'idéal. Sinon, vous pouvez peut-être prendre entente avec un étudiant ou une étudiante de confiance là, qui va se faire un peu le porte-parole des autres puis qui va surveiller la conversation pour les autres. Ça prend quelqu'un qui a peut-être déjà de la facilité avec la matière parce que ça lui demande à cette personne-là de mettre beaucoup de son attention sur la conversation, donc moins sur les activités que vous conduisez, sur les explications que vous donnez. Cela étant dit, sinon, l'alternative, c'est que vous preniez un temps d'arrêt à intervalles réguliers puis que vous passiez en revue tous les messages pour essayer de voir qu'est-ce qui se dégage comme tendance générale. Mais ça va interrompre un peu la fluidité de votre séance parce que vous devez prendre le temps de prendre connaissance de tout. Vous pouvez demander aux étudiants de collaborer aussi puis de voir, avant de poser une question, s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a posé avant ou de ne pas écrire juste pour donner des commentaires qui n'apportent rien vraiment à la discussion. Puis vraiment d'écrire quand ça vaut la peine pour essayer de réduire la quantité de messages. Merci, Éric. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Oui, d'accord. Alors, un participant nous demande, est-ce qu'on peut imposer l'activation des caméras pour certaines activités en lien avec des évaluations sommatives? Et par imposition, ici, on entend vraiment de rendre l'activation des caméras obligatoire et d'y associer une pénalité, par exemple, dans la note de participation aux besoins. Ouais, là, on est dans des scénarios de surveillance, d'évaluation à distance. Et ça, il y a tout un travail qui a été fait par des collègues au service de soutien à l'enseignement cet été en lien avec le vice-rectorat aux études. J'oserais pas m'avancer là-dessus parce que ce n'est pas mon dossier, mais sachez que pour la surveillance d'examen à distance, il y a des balises, des paramètres et des systèmes qui ont été établis et il faut répondre à certains critères là, avant de pouvoir s'engager dans une démarche de surveillance à distance comme ça, puis il y a des choses à respecter aussi. Donc, je ne m'avancerai pas plus parce que je n'ai pas les détails de ça, mais on pourra peut-être faire suivre l'information dans les documents qui seront communiqués après le webinaire. D'ailleurs, parlant de documents, là, je sais que Marthe en avait glissé un mot, là, mais vous allez avoir plus d'informations sur les différents systèmes, comment ils se comparent, puis la configuration informatique là, qui va suivre aussi dans les documents qui accompagnent le webinaire. Est-ce qu'on a encore le temps pour une dernière question? C'est Marthe nous terminé. dit que non, mais son micro est fermé. Marthe, si tu veux nous adresser la parole, Alors, erreur classique, c'était prévu dans le scénario, c'était pour faire une démonstration. Donc, non, malheureusement, on n'a pas le temps pour une nouvelle question. Je veux vous rappeler que sur enseigner.ulaval et sur assurer en ligne la continuité, il y a beaucoup d'informations sur les différents systèmes dont il y a été question aujourd'hui. Et il y a aussi plusieurs formations qui sont encore proposées par le service de soutien à l'enseignement pour vous aider à vous familiariser et à faire le choix du bon système. Rappelons aussi qu'on a des conseillers en faculté que vous pouvez consulter et qui sauront vous accompagner pour faire le juste choix en lien avec votre propre cours. Donc, il y a quand même des ressources autour de vous. On vous encourage à y faire appel. Il y a différents webinaires qui vont se tenir dans les semaines qui viennent. Le 21 août, la semaine prochaine, on en a un qui va vous être proposé par Didier Paclin. Une séance sur le thème de animer la première séance de son cours en contexte de pandémie. Donc, ça peut vous aider à casser la glace et vous êtes les bienvenus, vous êtes conviés. Vous pouvez vous inscrire en passant par le site de enseigner.ul. Le 1er septembre, Valérie Croft et Carole Gagnon du Centre d'aide aux étudiants vont vous proposer un webinaire qui s'intitule « Favoriser l'intégration des étudiantes et des étudiants en quelques gestes simples ». Et en terminant, je voudrais remercier les personnes qui ont rendu cette séance possible. Au premier chef, Éric Chamberlain, conseiller en formation au service de soutien à l'enseignement. Félicitations pour cette belle présentation et merci beaucoup. Je remercie aussi Stéphanie Bégin qui a géré le clavardage, de même que Priscilla Lavoie et Alexandre Lavoie qui ont géré les communications et la gestion documentaire. Et enfin, le dernier mais non le moindre, Mathieu Plourde qui assure l'assistance technique pour cette séance. Merci beaucoup.
Je vous rappelle qu'on vous envoie un courriel qui va comprendre de l'information complémentaire, le lien vers la captation, le PowerPoint d'Éric. Et donc, on vous souhaite le meilleur des succès. Félicitations à vous tous, enseignants, pour les efforts formidables que vous consentez depuis le printemps. C'est fantastique de voir à quel point vous réussissez à vous investir pour adapter votre enseignement. Votre nombre en est une des preuves. Et donc, félicitations et merci beaucoup. Merci aussi beaucoup aux conseillers en faculté qui vous soutiennent et qui font un travail fantastique. Donc, merci et à très bientôt. Portez-vous bien.